Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation sur le thème de la désinformation. Alors, l'intitulé initial, c'était Fake news et désinformation. Donc on va traiter de ce sujet-là aujourd'hui, décrypter le vrai du faux, s'informer simplement et en toute sérénité. Donc, on démarre sans plus tarder. Dans un premier temps, en termes de contexte et d'introduction, euh, la désinformation et l'importance de l'information juste est complètement d'actualité dans un contexte sanitaire dont on ne parle plus, dans un contexte politique où les élections 2022 vont arriver l'année prochaine, les élections présidentielles, euh, et aussi dans un contexte économique lié à cet environnement aussi sanitaire et politique et porté par les infrastructures numériques et technologiques. La désinformation est partout et surtout la notion d'information devient primordiale et un vrai sujet d'attention. Donc, la désinformation qu'on trouve plus communément sous l'anglicisme fake news ou infox en français, c'est par ce mot-là qu'on le voit plus souvent. Mais voilà, un peu pour poser le contexte, on voit que c'est quelque chose d'important sur lequel il faut se pencher. Donc, juste rapidement pour commencer et peut-être me présenter pour voir un peu pourquoi je vais évoquer ce sujet-là et sur quelle base je vais évoquer ce sujet-là. Je suis consultant et formateur dans le marketing et le digital. J'explore et j'aime explorer les comportements et les mécanismes humains, que ce soit en géographie, en politique, en géopolitique, sur le plan social, on va dire, et les mécanismes sociaux. Je suis aussi un aventurier du web et des réseaux sociaux. Et quand je dis aventurier, c'est aussi la notion de prisonnier parfois, dans le sens où c'est à la fois mon métier, mais je vous l'avoue, je me suis aussi perdu dans les méandres des réseaux sociaux. Donc c'est un univers que je connais. Et il y a aussi la dimension où je suis une forme d'intermédiaire générationnel entre les nouvelles générations qui arrivent maintenant, qui sont digital natives, et les générations de mes parents, par exemple, qui, eux, ne sont pas forcément nés avec le numérique. Et du coup, ça crée aussi des usages par rapport à l'outil technologique et à l'information qui sont complètement différents. Donc, pour commencer, j'ai trouvé important de faire une dissociation entre news et information. Le terme news, le terme anglais news est plus rattaché à la notion d'actualité et de nouvelles, dans le sens information, les informations, le journal télévisé, donc les actualités. Et il y a la notion en parallèle d'information qui est plutôt quelque chose du côté de la donnée. Voilà, finalement, la donnée, on en a partout autour de nous et il y a l'information qui nous arrive en permanence. Et même dans information, on peut voir aussi la notion de formation intérieure. Donc voilà, c'est une dissociation importante à prendre en compte. On va le voir aussi au fur et à mesure de la présentation que voilà, l'actualité peut vite être transformée à l'intérieur par les humains ou par aussi la technologie. Donc c'était une dissociation pour commencer qui me semblait importante de faire et de dissocier les deux termes et les deux lectures qu'on peut avoir dans l'information. Et aussi un élément important, c'est selon une étude IFOP de juin 2021 pour le site Flint Media, plus de 7 Français sur 10, donc 73%, ont le sentiment d'être submergés par l'information car omniprésente et surabondante. Donc, encore une fois, dans un contexte technologique où l'information, elle est partout, avec Google qui, on le sait, leur vision, c'est de collecter, de structurer l'information mondiale et internationale. L'information, c'est très, très facile d'avoir de l'information à l'heure actuelle. Elle est partout. Donc, il y a aussi ce contexte-là où ben, on a vite fait de s'y perdre et les fake news ont vite fait
de se fondre et de se mélanger dans la surabondance d'informations qu'on trouve à l'heure actuelle. Donc, c'était un point aussi important à souligner. Donc, les fake news, pour en venir au fait, les fake news sont des fausses informations fabriquées et diffusées volontairement sur Internet dans le but d'induire en erreur. Donc, ça, c'est une définition IFOP. Donc, on voit que c'est un type d'information, un contenu qui est toxique, le mélange entre info et toxique, donc infox. Et donc, voilà, il y a quelque chose de la notion du non factuel dans les fake news, une transformation d'informations dans le but d'induire en erreur. Et le principal véhicule de l'infox, je pense que vous l'avez tout de suite en tête, c'est les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Snapchat, Telegram, VK, tous les réseaux sociaux, on pourrait rajouter WhatsApp, enfin toute la déclinaison. Tous les réseaux sociaux contribuent à travers leur algorithme en encourageant la viralité. Ils sont le volet numérique du bouche à oreille, donc finalement, on le sait, les réseaux sociaux, c'est une retranscription des espaces sociaux qui existaient physiquement et qui existent encore physiquement, comme une place publique ou autre. Et ils ont juste ce côté vitesse, donc avec les algorithmes et la notion de viralité, c'est qu'un post, dès qu'il est posté sur les réseaux sociaux et en fonction de l'engagement, ça veut dire qu'il est pertinent, il va générer de l'attraction. Et donc, du coup, les réseaux sociaux vont encourager ce contenu-là puisqu'ils considèrent qu'ils génèrent de l'engagement sur leur réseau et on le sait, les réseaux sociaux, leur but, c'est d'avoir de l'attention sur leur réseau pour que leur pub soit visionnée. Donc, plus un contenu est partagé, et cette notion de viralité, plus les réseaux sociaux en sont heureux. Et voilà, donc du coup, il y a vraiment une logique exponentielle au partage des fake news sur les réseaux sociaux, puisqu'elle crée de l'engagement et il y a de l'accélération avec ce type d'information. Et donc, on retrouve encore cette notion-là, c'est que les fausses informations, elles circulent 6 fois plus vite que les vraies informations, selon une étude du MIT. Et par exemple, sur Twitter, entre 2006 et 2016, une infox avait 70% plus de probabilité d'être retweetée, donc repartagée, qu'une information juste. Et ça, si on le voit, si on cherche à expliquer la raison de ça, c'est en cause une émotion forte, dopée par la viralité de l'action spontanée des internautes particuliers. C'est-à-dire que là où un journaliste va un peu prendre le temps de décortiquer l'information et va mener un travail d'enquête sur l'information, une fake news, de par sa structure, on va voir un peu sur les leviers sur lesquels elle agit par la suite, de par sa structure, elle va déclencher une émotion forte dans l'esprit des internautes, que ce soit la tristesse, la colère, la joie ou autre. Et tout de suite, elle va engager un repartage, un like, un commentaire, identifier des amis, etc. Et donc, du coup, il va y avoir quelque chose de vraiment, donc, cette émotion forte dopée par l'action spontanée. Tout de suite, j'ai une colère forte, donc tout de suite, je repartage et je ne prends pas le temps de décortiquer, de voir si cette information, elle est juste ou non, ou je ne prends pas le temps de la nuancer. Également, il y a une dimension générationnelle dans le développement des fake news et le partage des fake news. Et donc, les internautes âgés de plus de 65 ans partageraient jusqu'à 7 fois plus de fausses informations que les jeunes de 18 à 29 ans, selon une étude publiée lors de l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis. Donc ça, on voit que ça date de 2016, donc ça a eu le temps d'évoluer, les générations ont eu le temps de prendre un peu plus l'usage du numérique et à nuancer l'arrivée des fake news, mais on voit vraiment cette notion, encore une fois, entre digital natifs qui comprennent la notion de fake news et qui ont un œil des fois plus prudent, mais ce n'est pas toujours le cas.
et des générations moins digital natives, des générations qui ont pris l'utilisation des réseaux sociaux en cours de route et du coup qui sont un peu plus enclins à repartager tout de suite de l'information et donc voilà, sans jugement par rapport à ça, il y a aussi beaucoup de nuances à trouver là-dedans, mais il y a quand même une dimension générationnelle qui est encore une fois rattachée à un aspect technologique. Et puis, une donnée aussi intéressante, c'est que 44% des personnes interrogées admettent avoir été dupées par une infox. Donc, c'est une enquête Ipsos de 2019 et je pense qu'on a tous, moi le premier, on a tous été une fois et même plusieurs fois, je pense, dupés par des informations. Et en plus de ça, on va le voir encore par la suite, une fake news et une fausse information peut revêtir plein de colorations différentes, plein de visages différents. Et donc, du coup, c'est très, très facile de se faire duper par une information. Puis en plus, on peut voir aussi le biais là-dedans qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément admettre qu'ils ont été dupés par une fausse information. Donc le chiffre, on pourrait aussi le nuancer. Une question légitime qu'on peut se poser, c'est finalement à quoi servent les fake news et qu'est-ce qui se cache derrière les fake news. Et en général, derrière une fausse information se cachent souvent des intérêts économiques, financiers ou politiques. Alors des fois, une fausse information peut aussi être juste voilà, une erreur honnête, mais la plupart du temps, il y a des intérêts derrière économiques, financiers ou politiques dans le but d'orienter ou de manipuler l'opinion publique et, euh, et du coup obtenir une certaine action. Et on va le voir aussi, par exemple, en ayant des titres spécifiques sur des articles, ça va générer de l'engagement, ça va générer de la visibilité pour une organisation, ça va générer un nombre de visites sur un site et derrière, il va y avoir des retombées financières et économiques où on l'a vu aussi lors des élections américaines en fonction des tweets et de l'information qui circule sur les réseaux sociaux, ça peut orienter des mouvements politiques ou voilà, l'accession au pouvoir de certains partis politiques. Et donc, du coup, voilà, il y a toujours derrière se poser un peu la question, quels sont les intérêts qui se cachent derrière cette information. Donc, c'est intéressant maintenant d'identifier quels sont les différents types de fake news et de désinformation en ligne ou sur quel levier joue sur les fake news et la désinformation en ligne. Alors, à savoir que là, j'ai mis différents types, mais tous peut se combiner finalement. Et un certain type, un certain levier de désinformation peut se combiner avec un autre. Et donc, du coup, ça va forcément avoir comme quelque chose de distingué, mais différents leviers plutôt. Le premier, c'est la satire ou la parodie. Donc, c'est un contenu créé pour se moquer ou rire d'un sujet. S'il est créé sans être une parodie évidente, ce type de contenu peut tout de même tromper les lecteurs et être partagé comme réel. Donc, on connaît tous le Gorafi comme type de parodie et de satire, ou encore pour ceux qui sont originaires de Besançon ou qui ont déjà entendu parler de l'écho de la boucle. Alors, je ne sais pas si les liens s'ouvrent ici. Le Gorafi, je pense que vous en avez tous entendu parler. Chasseur mordu par un randonneur qu'il avait confondu avec sa barre énergétique. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose de très humoristique là-dedans et qui est directement rattaché au Figaro. Et l'écho de la boucle, c'est un petit peu dans la même, c'est un peu dans la même veine. Donc quelque chose de voilà, tourné à l'humour pour un petit peu euh, comment dire, pour un petit peu ouais, tourner en autodérision les médias et l'information qui circule. Donc ça, c'est le premier type, la satire ou la parodie.
Le second, c'est le faux lien. Donc, c'est des contenus dont les titres, les visuels et les légendes ne soutiennent pas le contenu. Parfois, il s'agit d'une erreur honnête, mais d'autres fois, les faux liens sont délibérés pour attirer l'attention. Donc, c'est des titres, ce qu'on appelle les titres, par exemple, putaclic, où l'objectif, ça va être en combinant une image et un titre avec un emoji, par exemple, apeuré ou quelque chose voilà, qui justement amplifie l'émotion. Ça va être une association d'idées pour inciter l'internaute à cliquer sur le contenu. Ensuite, on a le contenu trompeur, donc l'utilisation trompeuse d'informations pour caractériser un problème ou un individu. Cela peut être des fois dû à un journalisme douteux ou encore à une influence politique, mais aussi au fait que des opinions sont partagées comme des informations. Et donc, voilà, il y a toujours un biais en fait entre ce qui est vraiment de l'information factuelle et de l'interprétation, de la façon dont le journaliste ou la personne qui crée le contenu l'interprète. Et donc, du coup, il y a un traitement sur l'information qui est de l'ordre de l'opinion et qui sort du factuel. Donc, quelque chose qui est une transformation de quelque chose de factuel dans un sens orienté. Le faux contexte, donc un contenu authentique partagé avec de fausses informations contextuelles telles qu'une date incorrecte ou une citation mal attribuée. Et ça, en général, voilà, on retrouve encore la notion de tentative d'influence et parfois aussi un agenda, c'est que on ressort une photo d'un meeting politique ou de manifestation dans un contexte politique en fonction d'un agenda, etc. Et donc, on va sortir une photo, sortir un texte de son contexte, sortir une citation de son contexte. Et donc, du coup, pour la transformer, forcément, des propos sortis de leur contexte, une photo mal interprétée, elle va tout de suite être transformée et pas appréciée à sa dimension factuelle. Il y a le contenu également, le contenu imposteur, donc lorsque des sources authentiques sont usurpées. Là, ça va être, on va utiliser, par exemple, sur certains sites, vous allez voir des références. Des fois, il y a des bannières, ils nous font confiance, ce genre de choses, ou nos références. Et puis là, à cet endroit-là, on va mettre les logos de médias, par exemple, TF1, Forbes, M6 ou ce genre de choses. On va citer des références, on va mettre République française ou ce genre de choses pour faire croire qu'il y a de la crédibilité de choses que les internautes connaissent. Et du coup, on va fausser la perception du contenu. Il y a également le contenu manipulé, donc la manipulation délibérée d'informations, comme la modification numérique d'une image ou la création de citations. Et donc ça, il est facile de prouver que ce type de désinformation est faux en effectuant quelques recherches, mais c'était encore une fois, on retrouve cette dimension de propagation exponentielle. Une photo transformée, ça peut très très vite se partager sur les réseaux sociaux, comme on l'a vu tout à l'heure avec cette dimension émotionnelle. Et donc, on le verra aussi un peu plus tard, la recherche inversée est intéressante, c'est-à-dire que prendre l'image, utiliser, une fonction de recherche inversée d'image et puis de remettre l'information dans son contexte ou de voir si cette photo elle existe vraiment. Et puis, il y a aussi le contenu faux nouvellement créé. Donc, le contenu fabriqué, conçu pour tromper ou nuire. Il s'agit notamment des vidéos deepfake et des sites se faisant passer pour des organisations d'information légitimes. Donc ça, on le voit avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Il est très, très facile aujourd'hui de créer des deepfakes. Alors, vous pouvez très facilement le faire depuis votre smartphone avec des applications où vous mettez votre téléphone et ça met le visage de quelqu'un d'autre. Donc, ces applications, elles ont quelque chose, ça se voit assez facilement que c'est quelque chose de faux, mais on voit que c'est assez facile à faire. Donc, pour des organisations un petit peu structurées, il est facile de faire quelque chose de plus avancé. Encore une fois,
on le verra par la suite, des exemples de ce genre de deepfake. Donc là, j'ai mis différents exemples, mais finalement, des exemples, il y en a des milliers, des millions sur Internet. Il suffit de se balader sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur YouTube, n'importe où, vous en trouvez partout. Ça, c'est une histoire de cadavres liés au coronavirus où une image évoquait qu'il y avait des cadavres partout dans les rues. Et donc, du coup, en cherchant un petit peu, et c'est un outil de France Info qui a décrypté un peu cette information. Et en fait, c'était des gens qui étaient qui n'avaient pas forcément de domicile fixe ou juste des couvertures. Donc, l'image, elle était associée en disant il y a des sacs avec des cadavres dedans, etc., et des milliers de morts qui jonchent les rues de Wuhan. Donc déjà, l'image, ce n'était pas Wuhan exactement. C'était des couvertures ou des gens qui dormaient dans la rue. Et donc, du coup, voilà, une transformation de l'image sortie de son contexte sur le plan sanitaire ici. Là, les fameux titres putaclic, donc ça, c'est une capture d'écran Snapchat où on voit une association, voilà, des visages qui évoquent encore une fois une émotion. Des mots, des associations d'idées avec des titres pour tout de suite créer des associations d'idées choc, des montages vidéo, et donc voilà, des titres qui vont inciter au clic dessus, créer du trafic sur les sites internet de Brut ou de ces médias-là en l'occurrence. Et derrière, il va y avoir de la publicité, etc. Ça va être partagé, ça va créer encore une fois cette notion de buzz. Et donc voilà, ça c'est de l'information sortie de son contexte avec des titres et du texte manipulé. Et aussi cette notion, donc je l'évoquais plus haut, la notion de deepfake. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de Tom Cruise qui circulait sur Facebook. Donc on voit en fait un deepfake où le visage de Tom Cruise a été posé sur une personne. Et en plus, après, il y a des associations un peu politiques où ça parle de Gorbatchev, etc. Donc là, on ne va pas regarder la vidéo en entier, mais le début de la vidéo est plutôt bien fait. Et après, dès qu'il commence à y avoir du mouvement, on voit que le visage est un peu en flottaison sur la personne. Donc voilà, encore ça rajoute cette dimension. C'est assez facile à l'heure actuelle de créer du deepfake et sur une séquence courte d'influencer la perception des gens. Et puis encore une fois, d'exemples, les tweets de Donald Trump, à chaque fois, Twitter modérait un petit peu l'information qu'il partageait, mais à chaque fois, c'était de l'information sortie de son contexte ou un petit peu provoque. Et donc, des exemples, on en trouve énormément et vous en avez tous en tête, j'imagine. Donc maintenant, si on en vient à la dimension de comment décrypter, détecter une fake news, quels sont un peu les leviers là-dessus, c'est la notion de fact-checking. Donc c'est encore une fois, il y a fake news et il y a fact-checking. C'est un terme anglais qui signifie littéralement vérification des faits. Donc, ça désigne un mode de traitement journalistique consistant à vérifier de manière systématique des affirmations de responsables politiques ou des éléments du débat public. Donc, ça, c'est une définition qu'on trouve sur le site Clémy qui justement travaille sur l'utilisation du numérique et décrypter le numérique. Donc voilà, on voit cette dimension finalement journalistique, c'est-à-dire d'aller creuser un peu plus en profondeur, de ne pas prendre l'information comme elle vient, mais de checker l'information, de checker le fait. Est-ce que cette information elle est factuelle? Est-ce que je la retrouve à d'autres endroits? Et donc, vraiment ce travail d'investigation du journaliste, le traitement journalistique. Donc, il y a des codes de principe du fact-checking qui ont été mis en place par l'International Fact-Checking Network.
Et ça, on va le voir par la suite. Il y a des outils qui ont été mis en place par les organismes de presse. Donc, c'est un petit peu le code de bonne conduite du fact-checking parce que initialement, il peut y avoir la fake news, mais après, dans le fact-checking, on peut aussi orienter ou faire du fact-checking de façon à préserver les intérêts ou en maintenant encore des intérêts. Donc, il y a aussi des codes de principe qui ont été faits sur ce traitement finalement qui est fait sur la fake news. Donc, le premier, c'est un engagement envers l'impartialité et l'équité. Donc, encore une fois, ne pas prendre parti et d'avoir quelque chose d'objectif sur la donnée factuelle. L'engagement envers des normes et la transparence des sources, donc d'avoir quelque chose de structuré, de visible. Je pense par exemple aux mentions légales ou les notions à propos qu'on voit sur les sites, de bien être sûr de ces éléments-là. L'engagement envers la transparence du financement et du commanditaire également, c'est-à-dire qu'il peut y avoir fake news amenée créée par peu importe l'auteur. Et derrière, le fact-checking peut aussi être financé et avoir son orientation, comme je vous le disais précédemment. Donc, c'est d'être transparent finalement sur qui est-ce qui mène le travail d'investigation et comment ce travail d'investigation est financé. L'engagement aussi envers les normes et la transparence de la méthodologie. Donc, voilà, il y a le financement, le commanditaire et comment est-ce que c'est fait, est-ce qu'il y a eu plusieurs sources qui ont été croisées, comment c'est décrypté, etc. Donc, ça, c'est important. Et l'engagement aussi envers des règles de correction ouvertes et honnêtes, donc c'est-à-dire la fake news, comment elle est corrigée, est-ce que sur Twitter, des fois, c'est des tweets correctifs. Le tweet n'est pas supprimé, c'est un correctif qu'on fait sur un tweet. Mais du coup, voilà, ça crée aussi des ambiguïtés sur la réutilisation potentielle du tweet, même s'il a été corrigé par un autre tweet. Enfin, c'est vraiment cette notion de est-ce que l'information peut être corrigée clairement et est-ce qu'il y a cette place à retravailler l'information telle qu'elle a été diffusée. Et donc, des outils de vérification des faits, de fact-checking, il y en a plusieurs. Là, j'en ai mis une liste non exhaustive. Donc, on voit qu'il y a les organismes, les médias traditionnels tels que Le Monde, 20 minutes, Libération, mais quasiment tous les médias mainstream ont des entités qui permettent qui se focalisent justement sur le décryptage des fake news. Et vous avez par exemple des codex du Monde où vous copiez-collez le lien d'un site internet et ça vous permet d'avoir de l'information sur la crédibilité de ce site. Vous avez un collectif EUcheck qui cherche justement à compiler un petit peu et à travailler, à faire ce travail d'investigation sur les fake news. Vous avez Oxbuster, Ox qui signifie canular et qui est une plateforme collaborative pour essayer d'identifier ces canulars. Vous avez Invid aussi qui est plutôt orienté vidéo et image. Vous uploadez une vidéo, vous mettez le lien d'une vidéo et ça vous ça vous met un peu des références par rapport à cette vidéo. Vous avez aussi des outils de fact-checker Explorer de Google. Et vous avez la recherche avancée par image. Donc, je pense que vous l'avez déjà tous vu ou non. Dans Google Images, vous pouvez ici faire une recherche par image. J'avais mis de côté une image ici. Vous pouvez importer un fichier image et du coup voir où est-ce que cette image elle a été utilisée, d'où est-ce qu'elle vient, etc. Donc, et ça vous permet aussi en général d'avoir ici, si vous cliquez sur l'image, vous pouvez avoir des informations de date, de quand est-ce que date cette image, etc. Donc, c'est aussi une fonction intéressante à réutiliser parce que, comme on l'a vu précédemment, on peut sortir une image de son contexte et du coup, on ressort une image qui date d'il y a 10 ans en faisant croire un message ou sinon, là, on rogne une partie de l'image et
et du coup, on fait passer un message derrière à partir de cette image transformée. Donc voilà, c'est aussi un outil intéressant, la recherche inversée par image, et tous les moteurs de recherche proposent cette fonctionnalité. Donc ça, c'est des outils de vérification des faits qui sont avérés et qui prennent vraiment cette direction-là. Donc on le voit, on a tous un rôle à jouer dans le fact-checking. On a tous, les médias le font directement. Ils ont pris conscience du sujet des fake news et ils savent que c'est eux qui véhiculent l'information. Donc c'est aussi à eux de faire ce travail de recherche. Donc si on regarde un petit peu les éléments à observer pour décrypter une fake news, il y a bien évidemment la source, donc examiner le site, est-ce qu'il est légitime, quelle est sa mission, ses coordonnées. Donc, comme je vous le disais, aller voir les mentions légales, les éléments à propos pour savoir s'il s'agit d'informations, de satire ou d'opinion, quelle est la légitimité du site. L'URL, donc se méfier des noms de domaine de premier niveau inhabituels comme des .com, .co, des combinaisons où l'URL du site ne paraît pas du tout clean. Et ça, c'est aussi un élément à prendre en compte dans les emails. Souvent, les spams, quand on va voir un petit peu l'adresse email avec laquelle est envoyé un mail, on voit tout de suite que le mail n'est pas crédible, n'est pas légitime, ou que ce n'est pas le mail initial de l'entreprise qu'on connaît. Je pense par exemple à OVH, OVH qui est souvent qui est un hébergeur de domaines et on reçoit souvent des spams au nom d'OVH, mais en investiguant un petit peu dans le nom de domaine, on voit que dans le nom de domaine et dans l'adresse email, on voit que c'est pas un nom de domaine fiable. Donc, on voit aussi que la fausse information, elle se cache aussi dans les emails. Donc, à checker l'URL de l'information et la provenance de l'URL. Le texte aussi est un élément important pour voir les fautes d'orthographe, la ponctuation inadaptée. En général, une source journalistique sûre a des normes élevées en matière de correction et de grammaire, donc c'est pas rédhibitoire, mais en général, beaucoup de fautes d'orthographe et une ponctuation qui est pas juste, elle témoigne d'une information qui est pas forcément fiable. L'information en elle-même, donc ne pas forcément regarder juste le titre qui est donné, comme on a vu plus haut sur les exemples, mais de lire tout le contenu qu'il y a dedans et de voir un petit peu quel est le ton qui est utilisé et de voilà, pas se contenter du titre ou de la première partie de l'article et du paragraphe d'introduction pour se dire « Ok, j'ai tout compris l'information », ça se trouve derrière, il y a un déroulé qui est sur de l'opinion et pas forcément de l'information factuelle. L'auteur, bien sûr, vérifier la biographie de l'auteur et faire une recherche rapide sur lui. Est-ce qu'il est crédible pour créer, rédiger sur ce sujet? Est-ce qu'il est réel déjà aussi? Est-ce qu'il existe? Donc voilà, des fois, des vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, aller voir le nom, est-ce que le profil de la personne, il paraît réel? Est-ce qu'il y a des photos de lui? Qu'est-ce qu'il a écrit, etc. Donc, quel est l'auteur de ce contenu? Bien souvent, les fake news, c'est dur d'identifier l'auteur, mais quand vous voyez un contenu, essayez d'en identifier l'auteur. Les références et sources d'appui aussi. Donc, cliquez, vous voyez, dans des contenus, en particulier dans des articles, il y a des liens de référence qui permettent d'appuyer le propos et donc du coup aller sur ces liens-là et voir est-ce que ce contenu-là il est appuyé par des sources fiables ou non, ou est-ce qu'il y a encore de l'intérêt à mettre ces sources-là et aussi de faire la recherche inversée sur les images. La date, bien évidemment, important. Des fois, des contenus, et en particulier dans les fake news, elles ont cette propension à être ressorties et réutilisées. Donc, important de voir quand est-ce qu'un article, un contenu a été créé pour voir quelle est sa résonance et est-ce qu'il est vraiment fiable et pertinent ou exact. Les biais et perceptions personnelles. Donc ça, c'est un élément important qui est en lien avec les émotions qu'on évoquait plus haut.
en particulier à l'heure où tout le monde a la possibilité de créer du contenu sur les réseaux sociaux, de créer son blog et de créer des articles sur différents sujets. C'est important de réfléchir au public visé par le contenu et surtout à ce que le contenu recherche. Donc, avoir un petit peu comment ce contenu vient résonner et si juste il ne vient pas appuyer sur des convictions personnelles pour encourager le repartage. Donc, c'est vraiment prendre ce recul et se dire, ouais, ce contenu, il vient totalement me manipuler dans la conviction que j'ai ou ce genre de choses. Donc, vraiment, les biais et perceptions personnelles, c'est un élément important. Et puis la notion des experts aussi, si un contenu semble peu solide ou s'il n'est pas correctement cité, consulter un expert en la matière ou consulter un site de vérification des faits, comme on a vu plus haut. Une notion maintenant importante, il y en a beaucoup dans l'aspect des fake news, c'est que les médias souffrent d'une méfiance et ont les Français en particulier ont une demande de transparence envers les médias. On voit que selon cette étude, donc celle que je citais précédemment, le sondage IFOP qui a été fait pour Flint Media, 55% des personnes interrogées ont de la méfiance envers les médias et ensuite c'est la colère, le dégoût qui arrive derrière. Donc, on voit vraiment que les médias, ceux qui sont censés porter l'information et les nouvelles, ont, ont une mauvaise image ou en tout cas, les Français se posent des questions par rapport aux médias. Et cette étude, elle date de juin 2021. Donc, c'est quelque chose de récent dans le contexte, encore une fois, sanitaire où les informations liées au coronavirus, etc. Voilà, il y a vraiment à l'heure où l'information est partout, il y a vraiment, puisque les personnes peuvent croiser l'information, mais aussi parce qu'il y a des fake news qui viennent nuancer les propos des médias. Les médias, ils ont vraiment, il y a une crise de confiance au niveau des médias et une demande de transparence. Et cette crise des médias, elle est aussi liée à un écosystème des médias qu'il faut comprendre, qui rejoint aussi la notion d'intérêt. C'est que ça, c'est une map créée par le Monde diplomatique, donc une branche indépendante du Monde, où on voit un petit peu qui possède les médias français. Donc, encore une fois, c'est de l'information à aller décrypter, nuancer, etc. Mais on voit que voilà, c'est certains groupes. Alors, les personnes ici, ce n'est pas forcément primordial de voir qui est quoi ou qui possède quoi, etc. Mais en tout cas, on retrouve cette notion d'intérêt. Et on voit que, par exemple, notre quotidien régional, Les Républicains, est détenu par le Crédit Mutuel. Donc voilà, puis après, il y a la notion, les TF1, qui est rattaché à Bouygues, enfin, certains groupes qui maîtrisent des médias. Donc c'est aussi, ça contribue à cette crise de confiance, finalement, où il y a pas forcément des conflits d'intérêts, mais il y a une orientation de par la prise de position, la possession des médias. Il peut y avoir des messages qui sont orientés ou non. Donc, ça contribue à cette crise de confiance, encore une fois, et à cette méfiance envers les médias. Donc, on constate une imperméabilité au fact-checking. On revient à cette notion-là, c'est que il y a du fake news, mais les sites d'information qui viennent contrer une fake news, il y a toujours, on peut se poser la question de l'intérêt de celui qui vérifie l'information derrière. Est-ce qu'il n'est pas aussi, est-ce qu'il ne vient pas contrer ce qui peut paraître une fausse information
par intérêt. Et donc, du coup, voilà, cette ambivalence et ce jeu de l'information finalement. Donc, plus largement, je vais vous partager ici des outils pour s'informer. Là, j'en ai listé comme ça, mais on peut en utiliser d'autres. Mais ce qui me semble intéressant, c'est les agrégateurs de flux RSS. Donc là-dedans, on retrouve Feedly ou InnoReader. Donc ça va être c'est l'une des règles importantes et intéressantes à faire en fact-checking et en information. Un agrégateur de flux RSS, c'est un logiciel qui va venir compiler les sources d'informations. Donc, vous allez vous abonner au Monde, vous allez vous abonner à Libération, vous allez vous abonner à des sources, à d'autres sources, à des sources indépendantes, etc. Et vous allez venir tout compiler ça. Et donc, ça va vous faire quelque chose d'un euh, un petit peu nuancé, un petit peu mélangé, mais encore une fois, en fonction des sources que vous suivez, vous allez pouvoir quand même être orienté. Des réseaux sociaux bien paramétrés aussi, je le répète souvent aux étudiants que je peux côtoyer. Les réseaux sociaux peuvent vraiment être un vecteur d'information intéressant s'ils sont bien paramétrés. Un vecteur aussi de nuances en suivant des groupes sur Facebook ou autres. Ça permet de voir des points de vue, de varier les points de vue. Je me suis par exemple abonné une fois à un groupe sur Facebook qui s'appelle Terre plate pour tous, où les gens partagent une réflexion autour, en nuançant la notion que la Terre serait pas ronde. Donc ça permet de voir des perceptions différentes, des avis différents, et aussi comment de l'information peut être colportée sur certains sujets, comment de l'information peut être remise en cause. Et donc vous avez aussi TweetDeck qui permet de faire une veille informationnelle sur Twitter. Et pour se former, vous avez aussi un site pix.fr. Donc ça, c'est un site d'État que j'ai découvert avec mes petits cousins, qui est utilisé par l'Éducation nationale pour former aux usages du numérique. Et dedans, vous avez par exemple des différents modules, mener une recherche et une veille d'information. Et dedans, vous avez des questions comme ça, ou finalement même une pub, il y a une information orientée, et une pub peut être considérée comme une fake news. Donc voilà, pix.fr, c'est aussi un outil qui vous permet de développer cet usage du numérique, le décryptage de l'information. Donc c'est un outil intéressant. Infox et e-réputation, donc là, on en vient à la dimension que l'Infox, elle touche bien évidemment le monde de l'entreprise et vos organisations. Et donc, à travers une stratégie de veille et de management de la réputation en ligne, mais aussi à travers le suivi des avis en ligne ou non, une organisation peut maîtriser et piloter les informations qui circulent sur elle. Donc là, l'heure avance déjà, donc je vais ouvrir rapidement ce lien-là. C'est une enquête IFOP. On voit certaines données qui datent de 2019. On voit certaines données où on comprend l'utilisation des réseaux sociaux et comment les réseaux sociaux influencent les opinions par rapport à une entreprise, etc. Donc on voit ici, ça c'est un élément aussi important, c'est que en général, les gens utilisent, quand ils sont insatisfaits, ils utilisent les réseaux sociaux et Internet pour en parler. Donc, c'est vraiment un élément important à prendre en compte dans mesurer l'information qui est véhiculée sur l'entreprise ou sur une organisation, voilà, pour y répondre, pour mettre en place des actions correctives. Voilà, un avis. On a tous lu des avis par rapport à un produit qui était orienté. La personne avait, enfin, des fois, les personnes n'ont même pas le produit, c'est juste qu'il y a un différend avec le propriétaire ou une personne dans une entreprise. Et du coup, il y a des messages qui sont envoyés et ça, voilà, ça va fausser la perception
de clients potentiels. Donc, c'est important de mettre en place une stratégie de veille et de management de la réputation en ligne et de répondre aux avis aussi, en particulier quand ils sont négatifs et encore plus quand ils sont biaisés ou, voilà, quand ils ne sont pas purement factuels. Et donc, des outils pour gérer sa réputation, des outils de social listening comme Mention qui vous permet d'écouter ce qui se passe à propos de votre marque, de votre entreprise. Google Alert aussi qui vous permet de mettre en place des alertes à chaque fois que des termes sont cités ou que votre organisation est citée sur Internet. Et puis les moteurs de recherche aussi au sens large. En conclusion et en ouverture, je dirais que la bonne pratique, c'est de croiser et de vérifier avant de partager ou d'agir. Donc, c'est vraiment la prudence et prendre le temps et de vraiment voilà, d'aller décrypter une information quand elle nous arrive avant de tout de suite identifier des gens, etc. Donc, vraiment vérifier le fond dans la forme de l'information. Encore une fois, l'information, la news, elle va pouvoir prendre une forme, mais derrière, c'est important d'aller voir ce qui se cache au fond. Est-ce que le contenu et le fond est vraiment fiable et réel? L'autre point, c'est de gérer ses émotions. Donc, comme on l'a dit plus haut, le partage de l'information et l'intégration d'une fausse information, il est directement lié à l'émotion qu'elle provoque. Et donc, les biais, les opinions, les besoins qu'on cherche à assouvir avec l'information. Et dans ce sens-là, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent déjà, mais je vous conseille la série de Dopamine qui est sur YouTube et qui a été créée par Arte, où en particulier, il parle de Facebook, des réseaux sociaux et des mécanismes qui se cachent derrière, la logique algorithmique des réseaux sociaux, la logique sur quoi appuient les réseaux sociaux, sur quel levier appuient les réseaux sociaux, donc ce besoin d'appartenance, de reconnaissance. Et donc, du coup, ça permet de comprendre comment une fake news prend vraiment de l'envergure et comment la viralité d'une information se crée. Donc, ça, c'est vraiment, je vous conseille vraiment cette série-là, Dopamine sur YouTube ou sur Arte. S'informer aussi finalement à des fins utiles, de se poser la question pourquoi faire, pourquoi je consulte cette information, ou est-ce que c'est juste de l'information pour de l'information, ou est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et c'est peut-être le penchant qu'on peut avoir du journal télévisé, c'est qu'il nous bombarde d'informations et au final, on n'en a pas toujours l'utilité, ou ok, on le sait, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Donc, c'est vraiment avoir une information dont on a besoin, vraiment se poser la question du pourquoi faire. Et aussi en ouverture, c'est une conférence intéressante d'Idriss Aberkane sur la chaîne CK Bordeaux, sur le pouvoir de la connaissance. Donc là, j'ai fait la capture d'écran à un moment un peu aléatoire, mais ça tombait plutôt pas mal sur le qui utilise qui, donc dans l'information intéressant de fake news, qui utilise qui dans le colportage de certaines informations. Et donc voilà, c'est vraiment une conférence intéressante sur comment on peut utiliser l'information dans une dynamique économique et comment la connaissance peut être un vecteur de croissance. Enfin voilà, c'est intéressant, je vous invite à aller la voir. Encore une fois, en prenant du recul et en croisant les sources. Et donc, ça amène en conclusion sur cette citation rattachée à Albert Einstein qui dit la connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Donc, finalement, ça rejoint aussi la notion d'utilité de l'information qui nous arrive. C'est finalement cette information, essayer de la vivre, de la pratiquer, de la valider par l'expérience. Le reste, l'information, ouais, c'est pas toujours utile. Donc voilà, je voulais finir sur cette citation-là, l'importance de la notion de connaissance par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information.
Pour finir, j'ai cité les sources ici que j'ai utilisées pour construire cette présentation. Et au final, je vous remercie pour votre présence